Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de vlog créatif, j'espère que vous allez bien, moi c'est Audrey, je suis une tricoteuse du sud-ouest de la France et je viens vous retrouver pour partager avec vous mes projets sur quelques semaines. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo, je viens vous montrer mon avancée sur mon projet tricot du soir qui est une paire de mitaines que je tricote pour mon compagnon Marius. Pour son calendrier de l'Avent, donc je lui ai tout au long de l'année préparé des petits cadeaux, 12 cadeaux que je vais lui offrir un jour sur deux en décembre, sous forme de calendrier de l'Avent. Et il y a quelques projets tricotés dedans. Je pense que dans ce vlog, je vais m'amuser à tout emballer. Et donc je vous remontrerai un petit peu tout ce que j'ai préparé. Mais le dernier cadeau tricoté que je dois faire, ce sont ces mitaines. Donc j'ai déjà fait 2 paires de mitaines à Marius par le passé, rebelote. Le truc c'est que je ne sais pas où sont ces mitaines, et que le patron que j'utilise est un patron gratuit qui s'appelle Fingerless Gloves for Dan de Julie Sprague, qui est un patron pas très réglementaire dans le sens, il n'y a même pas d'échantillons, etc. Il y a une seule taille sans que ce soit précisé quelle taille c'est, en termes de mesure, etc. Mais ça me permet d'avoir une notion de la construction de manière générale. Et ça me convient. Du coup, j'en avais déjà fait 2 paires et ça convenait, c'est pas parfait, et je cherche un patron de gants éventuellement à faire un jour pour moi. Mais celui-ci en tout cas convient pour des mitaines. Donc c'est en fingering. J'utilise un reste de laine teinte-main par The We Yarn Company, donc, qui est un teinturier très talentueux. Et ça c'est un fil que j'avais déjà utilisé pour faire un bonnet à Marius. Je lui avais fait un petit bonnet en côte il y a l'année dernière je pense, ou en début d'année, je ne sais plus. Aucune idée. Qu'est-ce que le temps? Et donc je me suis dit tiens, des mitaines assorties ce serait pas mal. Et c'est une base de chaussettes avec du yak. Donc c'est Merino Yak et Nylon. C'est un fil donc qui est très doux, qui a une profondeur de couleur très jolie. Et je l'aime beaucoup. C'est le coloris Fouasse, je ne sais pas. C'était une collection, une box, j'allais dire boîte, ça s'est transformé en box, une boîte mystère pour Halloween d'il y a quelques années, avec des coloris inspirés du folklore horrifique écossais, puisque le teinturier est d'origine écossaise. Et donc je sais. C'était vraiment très chouette parce qu'il y avait à chaque fois une petite explication sur ce qu'était la créature en question, qui était représentée par le nom du coloris, et je ne sais plus ce que c'était, mais voilà. C'était en tout cas un très beau violet ocre gris. Et donc, comment ça, c'est un patron gratuit, donc je peux un petit peu détailler la construction, notamment pour vous parler des modifications que je fais. Donc, on monte des mailles. Moi, je fais des côtes de 2. Ensuite, je tricote un tout petit peu en jersey avant de commencer le gousset pour le pouce. Je modifie les augmentations. La créatrice indique de faire un jeté qu'ensuite on tord sur le rang suivant. Moi, je fais directement des augmentations intercalaires parce que c'est plus propre pour moi. Ça dépend vraiment de votre tension. Ensuite, on met les mailles en attente pour le pouce et on continue à tricoter la main en rond. Et enfin, on commence à s'amuser avec les petits doigts. Donc on fait le petit doigt d'abord. Donc en fait, on prend une petite partie des mailles ici sur le côté. On monte des mailles supplémentaires pour rejoindre en rond et faire ce petit tube, en laissant le reste des mailles en attente. Le petit doigt est un petit peu isolé, je sais pas si vous voyez, il est un petit peu caché derrière. Je sais pas si morphologiquement... ouais, si, en fait, si, le petit doigt, ces 3 doigts-là, sur moi en tout cas, ils ont un peu une base commune, alors que le petit doigt il est un peu tout seul aussi. Donc peut-être que telle est la raison. Ensuite on reprend les mailles en relevant ici les mailles qu'on a montées pour faire notre tube de petit doigt. Eh bien on relève des mailles à partir de cet endroit-là pour tricoter un tout petit peu les 3 doigts ici avant de rebelote. Isoler les mailles de l'annulaire en montant des mailles ici pour refaire un tube. On tricote quelques rangs. Pareil, ensuite on reprend un tout petit peu de mailles pour faire le majeur en relevant des mailles
depuis l'annulaire et en montant des mailles de l'autre côté. Et enfin sur l'index, comme on est sur le bord, on relève juste les mailles sur le majeur. Une modification que je fais moi, c'est que mes doigts sont plus larges parce que et ils sont quand même assez étroits tels qu'ils sont décrits dans le patron, je trouve. Même pour moi, ce serait un peu étroit. Donc pour Marius, encore plus. C'était marrant parce que du coup, je tricotais. Marius sait que c'est pour lui, mais je vous l'ai dit 1000 fois, j'ai peut-être arrêté de me moquer de lui. C'est des taquineries. Il a pas forcément une très bonne mémoire. Donc, en fait, là, je sais que c'est lui complètement sorti de la tête. Il ne sait pas. Il a déjà oublié. Alors que hier soir, quand j'ai fini ses mitaines et que je faisais les doigts, on regardait un film ensemble et de temps en temps, je lui attrapais la main pour regarder ses doigts pour me dire, alors ce doigt par rapport à cet autre doigt, il est un peu plus large, donc il faut que je fasse plus de mailles, c'est un peu plus long, etc. Voilà, donc c'était très drôle. Et donc il faut, pour moi, j'ai besoin de beaucoup plus de mailles pour chaque doigt. Donc quand le patron indique de monter des mailles, notamment pour, par exemple, pour le petit doigt, ça indique de monter une maille. Moi j'en monte 5. Et donc ça fait qu'à chaque fois, forcément, là quand je relève des mailles pour l'annulaire, j'en relève beaucoup plus que c'était préconisé, j'en remonte aussi un petit peu plus, et donc mes doigts sont plus larges que ce qui est prévu dans le patron, parce que je monte plus de mailles entre chaque, et je fais aussi les doigts plus longs. Le patron indique de tricoter genre à peine 3 cadrans à chaque fois, c'est beaucoup trop court. Je sais pas si Marius et moi on a des doigts particuliers. Moi je sais que j'ai des doigts longs, mais Marius j'ai pas l'impression qu'il ait des doigts particulièrement longs. Ça vous intéresse hein ce genre de détails. Donc je sais pas pourquoi, il y a vraiment très peu de rangs, hein. Genre sur le petit doigt c'est 3 rangs, je crois qu'au mieux c'est 11 ou 12 rangs dans le patron et c'est vraiment pas assez, donc moi je les tricote plus longs. Et ensuite on fait un rabat, alors j'ai fait un rabat élastique pour que ce soit pas désagréable, c'est pas très joli, hein. On est bien d'accord, ça fait un gros boudin en haut, mais l'idée c'est que ce soit fonctionnel. Et alors pour moi par exemple sur mon index ça pourrait être un petit peu plus long, mais Marius a l'index et l'annulaire de la même hauteur, donc ça fait moins bizarre sur lui. Mais voilà. C'est pas super compliqué si vous avez jamais fait de gants, enfin je vous conseille quand même de prendre un patron qui est un petit peu plus détaillé avec plus de taille que celui-ci, mais c'est juste que c'est assez minutieux parce que vraiment on tricote sur à peine 15-16 mailles à chaque fois, en relevant des mailles, en montant de nouvelles mailles, donc forcément en faisant du magic loop, on pourrait utiliser. J'ai fait la deuxième paire de mitaines que j'avais tricoté sur des doubles pointes. C'était pas très agréable. Et le truc c'est qu'on se retrouve avec plein de fils à rentrer à la fin, hein, forcément, puisqu'il y a des fils à chaque fois sur les bases de chaque doigt. Là on a repris les mailles, et à la fin quand on rabat, donc il y a vraiment plein de fils à rentrer, mais c'est quelque chose qui se tricote ultra rapidement. J'en ai fini une et j'ai déjà commencé à faire la deuxième et j'ai presque fini le gousset pour le pouce. Je me suis emmêlée, hop, j'ai presque fini, voilà. J'ai presque toutes les mailles nécessaires pour le pouce ici. Donc je pense que ce soir ou demain elles seront terminées. C'est fini la saison la nouvelle saison de Slow Horses. Je pense qu'on peut commencer à regarder ce soir. C'est très drôle, j'aime beaucoup. C'est une série de détectives avec encore et toujours ce personnage de détective ou de flic complètement désabusé, mais quand même avec une touche particulière, donc qui est jouée par Gary Oldman, et vraiment c'est vraiment la pire personne. Il est infect en fait, il est dégoûtant. Insupportable, mais tu sens qu'il y a une certaine affection qui se construit. On suit en fait si je pouvais dire les choses dans l'ordre, si jamais vous n'avez pas entendu parler de cette série, c'est une série Apple où on suit une division des services secrets britanniques, où c'est vraiment les rebuts, c'est des gens qui ont un peu envie de se débarrasser, donc ils les envoient là, et c'est vraiment tout le monde les considère comme des comme des moins que rien. Et ils sont tous un petit peu curieux, disons. Voilà, et notamment leur chef, donc Gary Oldman, qui est un personnage. Donc c'est très drôle, hein. Moi j'aime beaucoup, ça a un humour un petit peu british et en même temps cynique, tout en étant touchant. Et chaque saison est une intrigue
d'espionnage, policier, etc. C'est des saisons courtes, c'est genre 6 épisodes par saison. Sauf erreur de ma part, c'est des livres au départ, je crois. Que je n'ai pas lu, si c'est le cas. Je confonds peut-être avec autre chose. Bref. En tout cas, c'est très cool. Et la dernière saison vient de sortir, et donc on attendait qu'elle soit entièrement diffusée pour regarder les 6 épisodes, et ça va être trop bien. Voilà. Donc je pense que je vais finir ma deuxième mitaine bientôt, et ensuite il va falloir que je me monte un nouveau projet. Tiens, d'ailleurs, je voudrais me tricoter. Alors, 21. Hop. Toujours là, hein. Vous voyez pas? Je voudrais me tricoter. Je vous ai déjà parlé du fait que j'avais un de mes modèles sur une couverture de Line Magazine, ou je vous l'ai jamais dit. Bref, je voudrais me tricoter tiens, je tombe dessus, ce gilet que je trouve sublime, qui est un modèle très simple, hein. J'ai vraiment besoin de plus du gilet, qui est un modèle de Fiona Alice, le Imatra. Et en fait, c'est un gilet un peu color block, avec des larges côtes sur les manches, les poches, etc. Avec des petits détails de structure que je trouve très très sympa. Vous voyez, la patte de boutonnage, en fait, elle commence que là. Enfin, je trouve que c'est simple, mais avec des petites touches sympas. Et j'ai envie de faire ça. Je pense que ce sera mon prochain projet de tricoter-les. Faut que je regarde si... Je pense que je vais prendre en photo les instructions pour l'avoir sur mon téléphone, parce que juste avoir le livre comme ça, c'est pas forcément très pratique. Enfin, le magazine. C'est pas forcément très pratique. Le patron est long comment? Le patron est pas très long. Faut que je regarde un petit peu les détails. Je voulais utiliser la Sandnes Garn Duo, mais je vous en reparlerai quand je montrerai le projet. Il faut 3 couleurs. J'ai du bleu marine foncé ardoise un peu, beige et un caramel ocre. J'avais prévu ce projet il y a très longtemps. Donc je suis contente d'enfin approcher le moment de le mettre sur mes aiguilles. En même temps, j'avance beaucoup sur le Lillehammer, donc un pull que je tricote pour ma mère, puisque c'est un cadeau que je voudrais lui faire à Noël. Donc patron de Ellis Knitwear, c'est un pull très très large avec beaucoup d'aisance positive à épaules tournantes, tout en jacquard qui se tricote de bas en haut avec donc des sticks sur les emmanchures et sur le col. Et mine de rien ça avance, je perds des mailles, mine de rien ça avance quand même vraiment beaucoup, très vite, vraiment beaucoup très vite. 18 sur 20 en littérature française au bac ici, hein. Voilà, ça se voit. Donc, études de linguistique et tout, à fond, hein, vraiment 100%. Ça sert à quelque chose. Donc, j'ai déjà monté mes sticks dans mon chien. Donc, pour rappel, j'ai fait un montage provisoire pour pouvoir ensuite reprendre les mailles et crunch crunch, mot à mange. Pour pouvoir ensuite reprendre les mailles ici et faire le côte vers le bas pour ajuster un petit peu la longueur. Je vais tricoter l'entièreté du pull, m'arrêter avant les poignets et faire essayer à ma mère. C'est une demande de sa part, ça n'a pas besoin d'être une surprise. Et de toute façon, elle sera contente quand même, même si c'est pas une surprise. Et puis il y aura forcément une surprise parce que je peux pas m'empêcher de faire des surprises. Moi j'aime bien faire des surprises. Donc je ferai quand même un petit cadeau surprise à côté. Mais c'est vraiment un tricot, des motifs très addictifs, qui soient larges comme ça. En fait, ils se mémorisent pas. Donc ça fait que je suis quand même dans ma bulle à regarder la grille à chaque début de rang. Mais une fois que je sais sur quel rang je suis et que j'ai ma séquence, c'est suffisamment intuitif et graphique pour que je sache comment me positionner. Donc ça me demande pas trop de concentration non plus et je peux regarder des vidéos à côté, etc. Et donc ça me détend vraiment beaucoup. Ce projet, je suis vraiment contente de l'avancer autant. Donc j'ai mis mon marqueur ici puisque... alors, c'est un pull, comme je vous dis, qui a beaucoup d'aisance et les emmanchures sont très larges. Je crois que sur cette taille, qui est celle que je m'étais tricotée aussi, parce que c'est un patron que j'ai déjà suivi, je sais pas si je l'ai redit, c'est un patron que j'ai déjà suivi, puisque j'avais testé le patron pour sa sortie pour moi-même. Et donc c'est la taille 3 que je refais ici aussi pour ma mère, et il y avait, je crois que l'emmanchure
mesure 29 cm. Ce qui pour un modèle à épaules tombantes est très très grand. Pour ma taille. Pour toutes les tailles d'ailleurs. Donc ça fait que le corps paraît somme toute assez petit, même s'il manque 5 cm de côte, hein, parce que l'emmanchure va être très très grande. Et donc j'ai monté ici mes mailles pour le stick. Donc on monte des mailles qu'ensuite on va couper ici pour retrouver le devant et le dos à plat. Et je dois faire 19 cm depuis le début de mon stick. Donc j'ai mis ce marqueur ici pour que ce soit plus facile à mesurer à plat comme ça en plein milieu du projet. Il faut que j'ai 19 cm à partir d'ici avant de monter le stick pour le col. Et là ce sera un petit peu plus demandeur parce que quand on fait le stick pour le col, on fait en même temps des diminutions pour faire l'arrondi du col ici. Et là il faut faire suivre son motif tout seul. Donc c'est un patron accessible si vous voulez le faire vraiment, que vous êtes motivé et que même si vous avez jamais fait de stick, c'est pas insurmontable. Pas forcément pour un tout premier modèle en jacquard à cause de ça, à cause du fait que à cet endroit-là, il va falloir faire suivre le motif soi-même. Et pareil au niveau des manches, quand on va faire des diminutions sur les manches, il faut replacer son motif intuitivement. Et même si l'avantage de ce genre de construction, c'est que comme on a tricoté tout le corps, on voit à quoi ressemble le motif, ça demande quand même d'être un petit peu plus indépendant. Hein. Mais voilà, c'est l'endroit moins débutant compatible du patron au niveau du col. Mais voilà. Rien ne vous empêche après de refaire vous-même le dessin, si vous voulez. Vous vous remettez les cases avec les diminutions qui sont notées pour la formation du col, et vous redessinez le motif pour le faire suivre, si vous voulez vous faciliter la tâche. Mais bref. Je trouve mon jacquard impeccable. Elle sait pas parler, mais elle sait tricoter. Non, je suis pas quelqu'un qui a une très bonne tension. Et là, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment nickel. Regardez ça. C'est très très uniforme, très lisse. Il n'y a pas une maille qui est bizarre, etc. Alors qu'encore une fois, moi, je suis pas quelqu'un qui a une tension toujours très très correcte. Hein. Je repose beaucoup sur le blocage, enfin sur le fait que j'utilise principalement des fibres naturelles et que du coup, une fois que je les lave, plus que je ne les bloque finalement, elles se détendent. Là, wow. En fait, je pense que c'est vraiment le bon échantillon pour ce fil. Pour rappel, j'utilise la Friends Wool de Hobbii, qui est une pure laine, pas super lisse, mais pas non plus particulièrement rustique. C'est une grosse déca avec 100 mètres pour 50 grammes. Et à l'échantillon du patron, parce que j'ai le bon échantillon du patron. J'étais pas trop sûre quand j'avais commencé, je pense que je vous avais dit dans le dernier vlog que j'ai mesuré plusieurs fois mon échantillon et que j'obtenais des nombres de mailles complètement différents. Là, sur cette grande surface, j'ai le bon échantillon, je le vois. Donc c'est 20 mailles sur 10 cm. Et je pense que c'est vraiment la bonne tension, l'équilibre parfait en termes de densité pour ce fil, et que en jacquard, ça rend vraiment très très bien. Donc à retenir, si je veux un beau jacquard, la Friends Wool à 20 mailles sur 10 cm, c'est vraiment chouette. Et je trouve les coloris très très beaux. Vraiment là, le vert, je pense qu'il va falloir que je me fasse un pull en jacquard à moi aussi, vert forêt un petit peu comme ça et gris clair. Parce que je le regarde et je me dis, oh, il va falloir que je le donne. Mais non, ça lui ira très très bien à ma mère. Le vert va particulièrement bien à ma maman. Et je suis vraiment contente, ça rend très très bien. Et voilà, je pense que je vais faire mes 19 cm là, mettre un petit peu en pause pour pouvoir faire le carré de novembre de ma couverture Year by Piece. C'est le projet du moment. Enfin, le projet de la journée, c'est, je pense, je vais essayer de faire une sieste. Je me suis réveillée à 4h du matin. Ça fait plusieurs jours que je me réveille très très tôt et que j'ai beaucoup de mal à me rendormir. Mais bon, c'est pas grave parce que lundi, il faut qu'on est samedi aujourd'hui, le 1er novembre. Lundi, il faut qu'on amène mon père à Toulouse pour qu'il doit prendre l'avion et il faut qu'on se lève très très tôt pour l'accompagner.
Et en plus j'ai vraiment une super idée. Donc le lundi il va falloir qu'on se lève à genre 5 heures. Terrible, terrible vie. Quand je pense que pendant plusieurs mois, 5 ou 6 mois, je travaillais dans une boulangerie et donc je me levais à 3 heures du matin et c'était pas un problème. Mais j'étais moins déprimée, je pense que c'est ça le problème. On rigole, hein. Mais moi je suis vraiment quelqu'un du matin. Donc ça me dérange pas du tout de travailler très très tôt le matin. Mais quand je suis déjà dans un cycle où ça fait plusieurs nuits que j'ai pas bien dormi, savoir que je vais devoir me réveiller pas naturellement, en fait c'est ça le problème, c'est me réveiller pas naturellement, avec un réveil. Parce que naturellement je me réveille à 6 heures du matin, y a pas de problème. Mais là donc il va falloir que je me réveille à 5 heures, et donc potentiellement devoir mettre un réveil. Et donc c'est ça mon problème. Et comme j'étais super intelligente, qu'est-ce que j'ai fait ? Le lendemain, j'ai pris un rendez-vous à un garage pour la voiture, aussi très tôt le matin, parce que j'ai 2 neurones, que je me suis dit oui, comme ça c'est fait, je m'en débarrasse, et que quand le mec au téléphone m'a dit 7h30 c'est bon, j'ai paniqué, j'ai dit oui, voilà, super. Bon courage à tous les gens qui se lèvent trop tôt pour aller travailler et qui naturellement ne sont pas du matin. Voilà, c'est pas évident. Mais qu'est-ce qu'il fait? Alors Mota est fou parce que je l'ai laissé sortir. Parce que je le laisse pas sortir 3-4 jours avant Halloween, je ne le laisse pas sortir. Mon chat. Si vous débarquez sur cette vidéo, j'ai là de quoi il parle. J'ai un chat qui est tout noir. Et donc juste avant Halloween, je ne le laisse pas sortir parce qu'il y a des gens qui sont un petit peu illuminés dans ce bas monde. Et donc par précaution, pour ma tranquillité d'esprit, je ne le laisse pas sortir avant Halloween. Et du coup, ça fait plusieurs jours qu'il regarde par la fenêtre et qu'il faisait plutôt beau et que du coup il était complètement dépité. Et donc là, il va jamais très loin, en fait, il reste vraiment dans le jardin. Et donc là, il est en train de virevolter dans l'herbe. Il est content. Bref. Je vous laisse avec la suite de ce vlog. J'espère pouvoir vous montrer le début de mon gilet, mais je ne sais pas. Je sais pas combien de temps va durer ce vlog. J'aimerais bien vous en faire quand même plusieurs sur le mois de novembre. On verra ce que nous réserve la vie. Je viens râler. Non. J'aimerais parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui m'agace un peu. En fait, qui m'ennuie parce que je vois que ça va vers un appauvrissement du milieu pour les designers indépendants. Et c'est au sujet des tests tricot, qui est quelque chose dont je parlais régulièrement. En fait, je vois de plus en plus sur les réseaux sociaux des designers qui font des appels aux tests avec des conditions, des contraintes que je trouve abusives. Et ça m'ennuie vraiment parce que mon expérience de gestion de tests tricot m'a vraiment confortée dans l'idée qu'il y a un problème, une espèce de toxicité qui est due au fait que les gens considèrent les tests tricot comme du travail. Et en fait, le fait que les designs indépendants reposent sur du bénévolat, donc que tu bases ton entreprise et tes revenus, ton argent, sur du travail non rémunéré d'autres personnes, c'est éthiquement un problème de base. Je pense quand même que la somme des choses positives apportées par le test tricot à la communauté font que ça vaut quand même le coup et qu'il faut accepter ça. Notamment, je vois parfois des proclamations comme quoi il faudrait rémunérer les testeurs, et ça je trouve que c'est un peu aberrant, étant donné qu'on est dans une situation où 95% des personnes qui vendent des patrons sur Ravelry gagnent moins de $200 par mois. Ce n'est pas un chiffre que je sors de nulle part, ce sont des chiffres de Ravelry qui datent de 2019 certes, mais je pense que c'est pire maintenant. Et donc des designers qui ne remboursent même pas leurs frais en fait, de dire il faudrait en plus payer des gens, en plus sans aucune considération
du fait que tu peux pas payer des gens comme ça par hasard quand t'es une entreprise sans que eux-mêmes aient une entreprise et qu'ils déclarent, enfin bref. Ça marche pas, c'est pas si simple que ça hein, de vendre des choses, même en ligne. Donc je suis pas du tout pour dire qu'il faudrait payer les testeurs, etc. Mais juste pour dire que il faut toujours garder en tête que il y a cette question centrale et qu'on demande du bénévolat aux gens et qu'on bénéficie du bénévolat des gens. Et pour moi, donc le fait d'instaurer des contraintes, des règles dans le test, c'est hyper néfaste. Je pense que les designers devraient vraiment se demander pourquoi est-ce qu'ils font tester. Voilà. Et s'ils font tester pour des raisons qui imposent aux testeurs de faire des choses sous la contrainte, par exemple, de faire de la publicité. Donc obligatoirement, vous devez poster le jour de la sortie des projets avec des photos comme ci comme ça, etc. Ben, ok, mais faut assumer. Du coup, je pense qu'il faut pas se trouver des excuses. Et en fait, je vois souvent les designers qui ont des exigences comme ça, qui disent voilà, il faut que vous publiez, il faut que vous me fassiez de la pub. Je trouve une certaine hypocrisie à se justifier en disant oui mais c'est parce que j'ai besoin de trouver des testeurs sérieux parce que j'ai peur qu'on me vole mes patrons en fait. Et donc on n'assume pas en fait le principe de base qui est de demander à des gens de travailler gratuitement. Alors que j'ai un peu du mal à concevoir comment est-ce qu'on peut pas... Oui maman. Comment est-ce qu'on peut pas sentir ça quand on est designer indépendant, on est créateur, laisse le... C'est des Twix, tu veux pas en train de fouiller dans la poubelle. Tu viens? Non. On est créateur, qui plus est dans un travail qui est constamment sous-valorisé. En fait, on est tout le temps en tant que designer à justifier de la valeur de son travail, à expliquer aux gens que non, on peut pas travailler gratuitement. Et donc du coup je comprends pas si les designers sont dans cette position-là, n'aient pas de problème du coup à ensuite exploiter le travail bénévole d'autres personnes. Oui, il y a des testeurs malhonnêtes qui volent les patrons, qui volent les patrons, qui passent par le processus de test et qui juste se barrent avec un patron gratuit. En vérité, juste ça c'est extrêmement rare et faut pas considérer que c'est une vente perdue parce qu'en fait ce genre de personne n'aurait pas acheté le patron de toute façon. Et en fait la perte que ça représente d'avoir des testeurs malhonnêtes, pour moi est beaucoup moins importante que la perte, que les dommages que ça fait d'avoir des environnements de test toxiques. Vous allez me dire... tu vois des règles de test qui te conviennent pas, personne t'oblige à postuler, etc. Oui, mais le problème c'est que ça n'a pas un impact que comme ça sur le designer qui fait les choses. Si on fait des appels publics, on est responsable de ce qu'on met publiquement et de l'image qu'on dégage publiquement. Et ça détériore l'image des designers indépendants. C'est une réalité. Les gens sont trop stressés vis-à-vis des tests. Il y a beaucoup de gens qui refusent de tester parce qu'ils ont intégré que c'était un truc stressant et négatif. Et qui était sous la contrainte, etc. Je vous en ai parlé de temps en temps. Moi, mon principal problème avec les tests, c'était que je passais des heures et des heures, plusieurs dizaines d'interactions par semaine, à essayer de rassurer les gens. Et parfois, ça allait très très loin. J'ai eu des interactions parfois où je me dis, mais la personne se rend malade. J'ai eu des gens qui vraiment je voyais que mais en fait peu importe à quel point je te dis que il faut que tu te calmes, la personne ne se calme pas en fait, et que j'ai vraiment vu des comportements qui sont pesants émotionnellement à gérer aussi pour le designer, hein. On peut parler un peu du déballage de traumatisme, mais c'est compliqué comme sujet, donc je vais pas trop aller là-dedans, mais l'immense majorité des tricoteurs est trop stressé pour les tests et je vois tout le temps des gens annoncer sur les réseaux, bon je fais plus de tests parce que si, parce que mi, et en fait du coup ça appauvrit la communauté et ça réduit le nombre de personnes qui potentiellement pourraient participer au test, et voilà, et les nouveaux designers qui débutent et qui ont besoin d'un
d'un petit peu de confiance pour pouvoir avoir des testeurs qui postulent pour leur projet. Et ben eux ils trouvent pas de testeurs parce que les gens sont méfiants et les gens se disent ouais bon le test c'est stressant, ça vaut pas le coup, etc. Et je pense qu'il y a une responsabilité des designers indépendants. Quand on crée comme ça un environnement qui est condescendant et infantilisant dès le départ, en fait, j'aime pas ça du tout. Et je trouve que ça a des répercussions graves. Et c'est vraiment dommage, parce que ça n'a pas à être comme ça, en fait. Et ouais, je sais que c'est hyper frustrant hein, quand on est designer de gérer un test, parce que t'as l'impression que tout repose là-dessus. Et je tiens quand même à dire, même étant une designer qui avait la chance d'en vivre et d'avoir une communauté significative, toute proportion gardée, y compris sur mes dernières sorties de patron, oui, je galérais toujours parfois à trouver des testeurs. Peut-être un patron sur 3-4, je trouvais pas assez de testeurs. Systématiquement, à la sortie des patrons, j'avais peut-être 2/3 à 3/4 des testeurs qui ne mettaient pas de projet fini et de photos sur Ravelry. Mais, en fait... oui, je comprends là. Évidemment que moi aussi, parfois, j'avais la réaction émotionnelle de me dire, oh zut. J'ai passé beaucoup de temps à essayer à accompagner ces testeurs, à faire en sorte que tout aille bien sur leur projet. Ça demande beaucoup de travail de gérer un test. Hein. Et oui, il y a toujours aussi en tête que si j'avais dû faire une sélection, moi je tirais au hasard mes testeurs. Et si j'avais dû refuser des personnes parce que j'avais trop de candidats, je me disais toujours, est-ce que... zut, il y a une personne qui était déçue de pas pouvoir participer, est-ce que si j'avais pris cette personne, peut-être que machin. Mais en fait, voilà, c'est un mécanique de me dire, je n'ai pas de profit pour moi, vous voyez. Et c'est une frustration naturelle, mais au final, quand je réfléchis à la chose, je préfère que mon patron perdre des ventes, en fait, que je passe pour une mauvaise designer, que des gens tombent sur la page Ravelry de mon patron et se disent tiens c'est bizarre, il y a des projets tests mais quasiment aucun fini, je me rends pas compte de ce que ça donne, et du coup je passe pour une mauvaise designer, mon patron passe pour un mauvais patron, etc. Je préfère 1000 fois ça plutôt que d'imposer un climat toxique en fait, et des contraintes et des règles qui n'ont rien à voir pour moi avec l'essence du test. Et encore une fois, tout dépend de ce que les designers attendent pendant les tests. Si de base on assume le fait que oui, je demande du travail non rémunéré, etc. Ok. Mais dans ce cas-là, faut pas chercher des excuses, en fait, en disant qu'on est obligé, parce que sinon, après, on a des testeurs pas sérieux, etc. En fait, l'immense majorité des testeurs sont trop sérieux. Et on pourrait parler du fait aussi que c'est un milieu très féminin et qu'il y a un petit peu cette tendance à se dire il faut toujours se plier en quatre, il faut toujours aider, il y a un besoin de validation, etc. Mais je pense que les designers qui ont des contraintes abusives dans les règles d'application, de candidature pour leurs tests, ils jouent une part importante aussi. Et je voudrais qu'on respire tous un grand coup. Et je voudrais dire, s'il y a des designers indépendants qui me regardent, vous n'êtes pas nuls parce que vous galérez à trouver des testeurs ou parce que vous n'avez pas suffisamment de projets finis. Ça n'est pas, encore une fois, ça m'arrivait aussi très récemment, jusqu'à la fin de ma carrière, alors que je vivais confortablement du design tricot, ce qui est assez exceptionnel. Donc ce n'est pas un indicateur de la qualité de votre travail et de votre succès potentiel. Et s'il y a des tricoteurs qui regardent et que vous êtes toujours un peu... que vous vous dites que vous n'êtes pas à la hauteur pour faire des tests, etc., machin... je comprends l'envie de respecter un engagement, etc. Mais encore une fois, quand cet engagement est fait dans du bénévolat, si ça commence à vous perturber, il y a un problème, en fait. Et ne vous laissez pas manger. Il y a des designers qui ont vraiment des comportements problématiques. Hein. Voilà, j'ai vu des gens afficher sur les réseaux des testeurs en les citant, en les taguant, en disant cette personne n'a pas fini, attends, machin, bidule. Les designers qui menacent en disant si on finit pas à temps, faudra payer le prêt du patron, etc. Marius, je sais pas si vous l'entendez, il parle à sa mère. J'ai l'impression qu'il faut qu'il crie pour qu'elle l'entende en Roumanie.
terrible. Mon père fait la même chose, il parle en espagnol à sa grand-mère qui habite à Dunkerque, et du coup j'ai l'impression qu'il faut qu'il crie pour pour qu'elle l'entende jusque là. C'est un truc d'homme qui parle à sa mère. En plus, ça n'aide pas que, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, ça n'aide pas qu'en roumain, Marius a une voix beaucoup plus grave. C'est marrant. La tonalité de voix qui change quand on parle différentes langues. De quoi je parlais? Du fait que il faut oui, les designers qui disent il faudra payer le patron si vous finissez pas à la sortie. Il faut arrêter. Déjà, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez envoyer un huissier de justice? C'est quoi votre problème? Ça n'est pas possible. Et les gens ont tellement intégré ça que parfois j'avais très régulièrement des messages de testeurs qui, quand ils ne pouvaient pas finir, me disaient je paierai le patron à sa sortie. Non. Non. Vous n'avez pas envie de le faire, vous n'allez pas le faire, parce que de toute façon, vous savez très bien qu'il ne faut pas le faire, et que c'est quelque chose qui... ça n'est jamais arrivé, parce que la vérité, c'est que les gens ne le font pas, en fait. Ils disent ça pour une espèce de performance d'excuses. Et encore heureux que ça n'est jamais arrivé, parce que ça m'aurait gonflé, mais à un point, j'aurais absolument remboursé la personne, et le problème c'est que quand on rembourse des gens, on perd quand même les frais de... Enfin bref, voilà, donc c'est chiant. Donc les testeurs ont tellement intégré que c'est un boulot que parfois on se retrouve avec des choses comme ça, tu te dis mais dans quel univers tu proposes ton aide volontairement, faut que ça reste dans ce cadre-là en fait. Bref. Voilà pour mon plaidoyer. Calmez-vous. Respirez un grand coup. Pitié. J'ai survécu à mes réveils forcés. À peine et avec séquelles, mais... Ce serait pas un problème si je dormais bien de base, en fait. Mais je suis dans la boucle... Depuis une semaine, je suis dans une boucle vraiment super de je dors une demi-heure, je me réveille, je mets 2 heures à me rendormir pour juste une demi-heure, puis 2 heures, puis... Voilà, c'est super. Ça y est, mon gilet granny est fini, sec. Et je le porte aujourd'hui. Je suis tellement contente, c'est exactement ce que je voulais. C'est typiquement le genre de pièce, je pense que je vais le porter tout le temps. Je vous ai fait une petite vidéo tournicoton avant et après blocage parce que je voulais me rendre compte moi-même de si ça avait beaucoup bougé au blocage, parce que mon expérience avec ce fil, donc j'ai utilisé la Gilliatt de Derrière Natura, c'est que ça bouge pas vraiment beaucoup. Et effectivement ça n'a pas trop bougé vu la quantité de fil, donc j'ai utilisé un petit peu plus de 7 pelotes, donc il y a genre 720 grammes, quelque chose comme ça, 730, et alors on dirait pas, je le sens pas du tout, il me paraît même beaucoup plus léger que certains gilets du commerce que j'ai, etc., qui sont pourtant aussi massifs, et il s'est lissé, notamment ça se voit au niveau de la bande d'encollure en côte évidemment. C'est aussi le moyen de montrer un petit peu pourquoi est-ce qu'on bloque ou lave ces tricots. J'ai souvent des retours de gens, particulièrement sur des gilets, qui paniquent parce que quand ils ont fini, la forme est bizarre, c'est tordu, les choses se mettent pas bien. En fait, faut vraiment penser que le fil, quand vous le manipulez en le tricotant, a fortiori si c'est un gilet et que vous relevez des mailles comme ça et que vous avez du tricot dans différentes directions, il y a comme une torsion qu'il faut ensuite laisser se détendre et se positionner correctement en lavant principalement le fil, en le laissant s'imprégner d'eau pour que ça se lisse normalement. C'est un peu comme repasser quand vous faites de la couture en fait. Si les choses ont l'air complètement tordues, fripées, machin, c'est peut-être parce qu'il suffit de repasser ses coutures pour que tout se positionne bien. C'est un petit peu le même principe. Moi j'épingle très très peu, hein. Je sais qu'il y a des gens qui
vraiment forcent le tricot aux mesures qu'ils souhaitent et qui mettent des peignes vraiment partout sur toutes les lignes qu'ils considèrent être droites. Moi non, sauf si c'est quelque chose qui n'est pas déjà aligné naturellement, donc notamment la bande d'encolure en bas et sur elle-même. En fait, j'ai bloqué mon gilet comme ça. Je l'ai superposé la bande de côte et j'ai mis des peignes là pour la maintenir droite et en bas pour que ce soit aligné. C'est le seul endroit où j'ai mis des peignes parce que sinon moi je trouve que c'est faire des plis pour rien en fait, de mettre des épingles là où les lignes sont déjà naturellement droites. C'est différent évidemment si on fait de la dentelle et qu'on a besoin d'étaler les choses, mais voilà, la ligne ici d'épaule, le côté, j'ai pas du tout épinglé, j'ai juste laissé à plat comme ça. Et c'est un peu ce que moi je fais quand je bloque, donc c'est surtout du lavage et si besoin, mise en forme de trucs qui sont tordus. Mais généralement, l'avantage d'utiliser des fibres naturelles, c'est que ça se fait tout seul. J'ai souvent des questions sur les gens qui ont un problème sur les bandes d'encolure ou les pattes de boutonnage à ce niveau-là, que ça remonte et que c'est pas très droit. Alors, déjà, faut que la bande d'encolure soit à la bonne tension par rapport au reste du gilet. Ça va un petit peu malheureusement dépendre de vous, du fil que vous choisissez et du type de texture que vous avez sur le gilet. Il y a un peu une règle d'or qui est que le ratio entre les mailles et les rangs est de 2/3. Donc typiquement quand on va relever quelque chose pour tricoter perpendiculairement sur une pièce, on relève 2 mailles sur 3. Mais ça fonctionne pas systématiquement, ça fonctionne pas dans tous les cas. En fonction du point que vous utilisez, par exemple, si vous avez un truc qui est tout en mailles glissées, etc., vous allez avoir énormément de rangs par rapport à la surface qui est couverte. C'est pour ça que quand vous regardez des échantillons de certains patrons de mosaïques, mailles glissées, etc., vous avez des trucs du style c'est de la fingering, mais il y a 50 rangs sur 10 cm, et donc vous êtes là, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que il faut beaucoup plus de rangs pour couvrir une même surface. Et donc ça veut dire que si vous le relevez 2 mailles sur 3 rangs, alors que vous avez un échantillon en rang qui est très dense, mais qu'après vous faites juste des côtes normales qui ont tendance à être un petit peu plus étalées, bah vous allez avoir un déséquilibre. Pareil si vous faites une patte de boutonnage en jersey double, où là, le jersey double, donc ce sont des mailles glissées, qui est très dense, et du coup 2 mailles sur 3, ça peut ne pas être suffisant. Si le reste de votre gilet est en jersey, ben vous vous retrouvez, en fait, vous relevez 2 mailles sur 3, mais après ce que vous tricotez, c'est un rang sur 2, et ça resserre, ça resserre, ça resserre. Donc voilà, il n'y a pas de solution magique, il faut juste que quand vous relevez les mailles, ce soit régulier, que ça ne torde pas le tricot, et malheureusement ça veut dire que quand vous n'avez pas trop d'expérience, que vous connaissez pas encore très bien votre tension sur différents types de points, souvent faut refaire, hein. Moi je refais encore assez régulièrement, je sais pas, peut-être un gilet sur 3-4, je refais les bandes d'encolure, parce que typiquement là j'aurais pu relever moins de mailles dans la nuque, vous voyez, parce que donc j'ai pris volontairement une taille au-dessus de ce que j'aurais dû prendre et mon échantillon en maille n'est pas correct. Donc mon gilet a beaucoup plus d'aisance que ce qu'il est censé avoir. C'est ce que je voulais un truc informe, n'est-ce pas? Donc ça me dérange pas, mais si j'avais voulu quelque chose d'un petit peu plus ajusté, j'aurais certainement recommencé pour relever moins de mailles dans la nuque. Parce que moi je sais que typiquement je relève, là j'ai relevé 3 mailles sur 4, je relève jamais 1 pour 1 dans la nuque, pour moi ça ne fonctionne jamais. Si vous avez tricoté certains de mes patrons, vous remarquerez peut-être que souvent, en fonction d'à quel point l'encolure est dégagée, je vous dis de relever toutes les mailles sur la nuque. Mais moi, parce que ma tension elle est comme ci comme ça, parce que j'ai une certaine préférence aussi au niveau de que je veux que ça tienne là, souvent je ne fais pas ça. Voilà.
c'est à ajuster en fonction de chacun. Et oui, ça m'arrive peut-être un gilet sur 3-4 de devoir recommencer les pattes de boutonnage, tout ça, parce que ça va pas. Parce que j'avais utilisé un fil qui a bougé de sorte d'une façon à laquelle je ne m'attendais pas, que ça utilise un point qui a une densité particulière et j'ai pas forcément eu bien en tête, ok, mes côtes elles vont être trop serrées ou trop larges par rapport à la hauteur, bref, il faut tâtonner. Voilà, il n'y a pas de recette magique, mais idéalement, il faut que quand vous releviez vos mailles et que vous tricotiez des côtes ou du jersey double ou quoi que ce soit, ou du point mousse, etc., il faut que ce soit au pire parfaitement égal, c'est-à-dire que ça ne tire pas. Et s'il faut étirer un petit peu les côtes pour que ça s'aligne bien, c'est mieux, mais un tout petit peu. Voilà, parce que surtout si vous avez des boutons, faut surtout pas que ce soit trop lâche. Si votre bande d'encolure elle est trop lâche, ça va gondoler, ça va se détendre, ça va pas tenir, etc. Donc vous allez perdre l'intérêt d'avoir quelque chose de boutonné. Si c'est trop serré, bah c'est là que vous allez avoir une déformation et que vous allez vous retrouver potentiellement avec des trucs comme ça. Vous voyez, ça fait des plis où vous avez visiblement sur le bas du gilet, sur l'avant, une courbe et ça remonte et vous voyez que c'est trop serré. Donc là, c'est qu'il faut soit relever plus de mailles, soit utiliser une taille d'aiguille différente. C'est vrai que l'habitude et la majorité des tricoteurs ont besoin de descendre de taille d'aiguille pour définition, pour ajouter plus de structure, et parce que si on utilise des côtes, on a tendance à tricoter des côtes plus lâches, mais c'est pas forcément vrai pour tout le monde, donc voilà, c'est peut-être votre cas, hein, peut-être que vous n'avez pas besoin de changer de taille d'aiguille, mais voilà, c'est à tâtonner. Et un truc par contre, c'est que si vous relevez des mailles, relevez bien au bout, là. Quand vous avez rabattu, si je vous montre là, quand vous avez rabattu le bas de votre gilet, alors soit vous coupez pas le fil et vous avez tout de suite la dernière maille de votre rabat et vous la gardez sur votre aiguille et ce sera la première maille de vos côtes, soit, et de toute façon faut le faire de l'autre côté, faut vraiment aller piquer dans le bord. Voilà, faut pas qu'il y ait de décalage, faut pas commencer à relever. Bon, le problème c'est que mon fil n'a pas beaucoup de définition, mais faut pas aller piquer. Là, vous voyez, si je me cache. Vous voyez là, au-dessus de mon ongle, ça c'est pas ma dernière maille. Si je m'arrête là pour relever, ben ça va être toc toc comme ça. Il faut que j'aille vraiment hop au bord et que je pique ici. Là et là, au bord du bord. Voilà, pour éviter d'avoir ce décalage en bas, et quand vous bloquez, bah, vous remettez bien, etc. Si votre bande d'encolure est toujours trop serrée, trop tendue, ça réglera pas le problème. Mais moi c'est un défaut que j'avais très régulièrement, hein. Quand je relevais des mailles sur une bordure pour faire des côtes ou autre, ben souvent j'allais pas vraiment jusqu'au bout de mon tricot et du coup le bord avait un décalage comme ça. Voilà, en tout cas, je suis vraiment très contente. Je suis vraiment très très contente de ce projet. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai une petite frayeur. Quand il était en train de sécher et que c'était mouillé, on voyait une démarcation là où j'avais changé de bain avec des nouvelles pelotes. Mais une fois sec, moi je ne vois rien. Je pense que il y avait juste une ombre là où ça séchait et que ça m'a perturbée. Mais que... Enfin, en vrai, je ne vois pas. Même en passant à la caméra qui d'habitude ne ment pas, je vois pas de différence de bain. Je suis trop contente. Si vous voulez vous faire un gilet à torsade, encore une fois, moi je l'ai fait trop grand, hein, exprès. Mais si vous le faites plus court, plus ajusté, et normalement il a des boutons, hein, donc normalement il se ferme. Je trouve que c'est assez polyvalent comme forme de gilet. Il est, si vous avez déjà fait un petit peu de torsade, il est accessible, elle prend vraiment par la main, même un peu trop à mon goût, au point que parfois
Le patron est très long parce qu'il y a vraiment par taille. À chaque fois qu'il y a une gestion de mise en place de motifs, où on va vous dire là vous faites la torsade X, là vous faites la torsade Y, c'est vraiment chaque taille a son rang, et c'est un rang qui est comme As, donc c'est très 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 verbeux. Mais ça veut dire qu'il y a zéro ambiguïté et que vous savez tout le temps ce que vous devez faire. Donc c'est le meilleur cas de figure pour avoir un patron accessible, quel que soit votre niveau. Ce que je trouve, je le redis, mais ce que je trouve assez impressionnant, c'est que les constructions comme ça, à épaules tombantes, avec des torsades, typiquement, on préfère les faire de bas vers le haut parce que c'est beaucoup plus facile à designer, grader et à expliquer. Parce que quand on commence par le haut, en fait, quand on met en place les torsades, quand on positionne la torsade sur l'épaule, il faut penser que... Alors, comment ça va être après, une fois qu'on aura fini les rangs raccourcis de l'épaule, les augmentations du col V, une fois qu'on aura rejoint, est-ce que... Il faut tout penser dès le début, il faut tout calculer, et c'est plus compliqué à expliquer puisqu'il faut faire plein de choses en même temps, donc les rangs raccourcis, les augmentations pour l'encolure, et je trouve vraiment assez impressionnant la somme de travail qui a été faite pour ces instructions, parce que elle n'a pas fait de compromis. Elle aurait pu se simplifier la vie en enlevant des rangs raccourcis. Il y en a même sur la manche, hein, la manche est formée pour pas qu'il y ait trop de... Vous voyez la largeur du truc par rapport à mon corps, et c'est pas mastoc quand je baisse le bras normalement. Certes, il y a un peu de matière, mais il n'y a pas de... Voilà, c'est pas inconfortable, ça se coince pas de manière bizarre parce qu'il y a des rangs raccourcis sur le haut de la manche. Et donc, voilà, elle n'a pas fait de compromis sur... je réponds à un appel qui, à mon avis, est du spam. Je n'en peux plus. J'en peux plus. Trucs d'énergie, de toiture, de machin. En fait, ce qui m'énerve particulièrement, c'est que depuis quelques mois, c'est des robots. Donc j'ai même pas le truc de me dire, bon, c'est insupportable, ça m'agace, mais au moins, il y a quelqu'un qui est payé. Non, là c'est juste pénible. Et comme je recherche du travail, eh bien il faut bien que je réponde à mon téléphone, au cas où. Donc voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, patron très détaillé, sans compromis sur la coupe, sur la gradation, inclusif en termes de taille, et je trouve ça très très cool. Voilà. Je voulais aussi dire, donc, j'ai utilisé un petit peu plus de cette pelote de Gilliatt. Ça fait un budget, mine de rien, hein, ça fait un gilet à une petite centaine d'euros. Bon, pour un gilet tout en laine, une laine de cette qualité, grand comme ça me va. Mais je voulais mentionner des alternatives. J'ai regardé un petit peu les fils qui avaient été utilisés par les gens sur Ravelry. Et alors je regardais au niveau drops, parce que je me posais la question, il y a des gens qui ont utilisé la drops Lima notamment, et ça rend très très bien. Mais moi je ferai un petit peu attention, parce que la drops Lima, il y a de l'alpaga. Et si vous le faites long et large, attention, parce que il y a quand même un risque de dégoulinage. Sinon, une autre idée, c'est j'ai vu des gens qui ont utilisé la Holzgarn, donc la Super Soft ou la Coast, je pense que ça marcherait aussi, tenue en double. Et ces personnes ont le bon échantillon, ça rend très très bien. Moi j'ai déjà utilisé la Holzgarn aussi pour faire des torsades, c'était surprenamment joli. Évidemment c'est pas le look très très lisse et 3D des torsades classiques, mais ça fonctionne très très bien, ça rend quelque chose d'équivalent à ça. Et la Super Soft est si peu chère que même quand on prend 2 fois la quantité pour pouvoir tenir en double et avoir un échantillon de DK worsted, que ça revient quand même à beaucoup moins. Surtout si on prend les cônes. Si vous achetez directement sur le site de Holzgarn, il me semble aussi que sur certains revendeurs en France, ils ont aussi des cônes de 500 grammes. Je pense qu'avec 2 cônes, vous faites la majorité des tailles. Et les cônes, c'est une vingtaine d'euros. Voilà. Donc, des idées. Des idées d'alternatives. Le modèle originel est fait en Cory worsted de la bien-aimée. Donc là, clairement, si j'avais dû prendre l'équivalent de 7 échos de la bien-aimée,
ça aurait doublé le prix en fait. Donc voilà, avec la Rerum Natura je suis à moitié prix, mais si vous voulez encore être à moitié prix, la Drops Lima, la Drops Charisma par contre qui n'a pas le problème de l'alpaga. Si vous aimez la Charisma, moi je me suis fait un gros gilet en Alaska, donc c'est comme la Charisma mais en plus épais, donc une idée. Ou la Holzgarn super soft, tenue en double, ça peut fonctionner. Voilà. Je reviendrai vous voir pour vous montrer mon nouveau projet télé, puisque j'ai terminé les mitaines que je tricotais pour Marius, et je vais emballer. Je vais emballer les cadeaux du calendrier de l'Avent, je pense la semaine prochaine, je vais voir. Là je suis dans... ou peut-être la semaine d'après, je vais voir. J'ai pas mal de choses à faire en ce moment et je suis assez stressée. Et donc, j'essaie de me planifier des moments de je vais me plonger dans un jeu vidéo, un livre, une séance de sport, histoire de faire passer le temps sans que mon cerveau ne me rende folle, tout simplement. Voilà. Sur ce, je vais manger parce que j'ai faim. Et que Mota me regarde très très mal. Sans aucune raison. Puisque tu ne manges pas le midi, monsieur. Est-ce que c'est vraiment nécessaire, cette attitude? Je suis pas convaincue, personnellement. Je trouve que c'est un petit peu exagéré, si je peux me permettre. J'ai tricoté le carré de novembre de ma couverture en jacquard. Donc c'est pas bloqué, donc c'est un petit peu rabougri. Et ça rebique. Mais voilà. Donc c'est pour la 13 millième fois le modèle Year by Piece de Needle and Feather. Donc c'est un calme mystère tout au long de l'année où chaque mois on a un carré, un bloc de 9 carrés. Parfois avec des formes un petit peu différentes, mais un carré de jacquard qui représente le mois. Et donc le mois de novembre, c'était ça. Je n'ai fait aucune modification. Souvent je ne suivais pas le modèle quand il y avait des doublons. Là, j'aimais bien la disposition des couleurs et... Oui, quand j'ai vu que ce n'était que du jacquard de couleurs, j'étais contente. Donc j'ai juste fait exactement... Ce n'est toujours pas ma faute s'il pleut. Je ne contrôle pas la météo, Momo. Viens. Au lieu de râler. Viens. Ah. Oh. Compliqué, hein. Donc, voilà. Je vais le bloquer. On a des pommes de pin, des feuilles, tout ça. Voilà. Très curieuse de la gamme de couleurs qu'on aura pour décembre. Et il me reste pas mal de fils. Donc je vais pouvoir faire une bordure assez conséquente, ce qui est pas pour me déplaire vu que la couverture ne veut pas être immense. Donc si je pouvais gagner un petit peu en surface en faisant une bordure, je me demande même si je ferais pas une bande de jacquard pour les 4 côtés. Je vais voir à quel point je suis motivée. Tout dépend de comment ça déroule ma fin d'année, de si j'ai un regain d'énergie ou si je suis au fond du trou. Mais dans tous les cas, je ferai une bordure, c'est certain. Soit jacquard plus autre chose, soit juste, je pense, du point mousse, pour finir la couverture et assembler le tout. Mais voilà, avec mon orange qui est très très vif par rapport au cuivre qu'utilise la créatrice, mais
Ça va vraiment être une couverture très multicolore, très un petit peu enfantine tout de même, mais en fait j'essaie de vous le montrer parce que à tes souhaits. Un petit peu enfantine avec quelques dessins figuratifs, mais ça change. Pourquoi pas. Je voulais aussi vous montrer. Pareil, oui, pareil. Alors tu représentes tout à fait mon état d'esprit actuellement. Je ferais bien la même chose, Mota. D'ailleurs, je pense qu'on va aller faire exactement la même chose, que je vais me passer mon après-midi à lire avec mon fieu. Donc, je vous remonte. J'ai commencé un nouveau projet que je tricote le soir. C'est le gilet, je vous en ai parlé, il me semble, au début de cette vidéo. Sinon, dans la vidéo précédente. Qu'est-ce que le temps? On ne sait plus. C'est le modèle Imatra de Fiona Alice qui a été publié dans un numéro de Line Magazine le 21. Je vais y arriver. Pas y arriver, je vais y arriver. C'est bien 21, je dis pas n'importe quoi. Oui. Donc ce gilet, si. Donc c'est un gilet col V fermé avec principalement du jersey mais aussi un jeu de côte large et qui est color block. Donc le dos est d'une couleur, les demi-devants sont d'une couleur, les poches sont de la couleur du dos, les manches et la patte de boutonnage sont d'une troisième couleur, sauf la patte de boutonnage. Dans la nuque, ça va être sympa. À rentrer plein de fils. Donc le modèle se tricote en Sandnes-Garn Duo, que c'est ce que j'ai choisi d'utiliser. J'ai déjà testé ce fil pour un autre projet. Ça m'avait plu, en fait j'aimais bien le toucher. Mais alors, je pense que c'est un des fils qui se dédouble le plus de ceux que j'ai tricotés. C'est vraiment compliqué. C'est un mélange laine et coton. C'est 50-50 ou presque. 55 laine, 45 coton. Et donc, ça a vraiment, du coup, l'effet, il y a 15 000 brins comme du coton, quoi. Mais j'aime bien le toucher, j'aime bien l'idée d'avoir un gilet en mélange laine et coton. Donc je persévère et j'essaie de faire attention à pas dédoubler. Sauf que j'ai 2 neurones. Et donc qu'est-ce que j'ai choisi comme couleur pour le dos? Du noir. Donc j'ai commencé et j'essaie de ne pas dédoubler du noir. En le tricotant le soir. Super idée, André. Pour l'instant ça va, pour l'instant je m'arrache pas trop les cheveux, il y a quelques mailles sur les bords où on voit que j'ai loupé un brin et j'ai laissé tomber parce que c'est sur le bord. C'est un gilet donc qui se tricote en morceaux, complètement en morceaux de bas en haut, on fait le dos, les demi-devants, le patron fait aussi les manches à part et les coups ensuite au niveau de l'emmanchure. Moi je vais faire le corps en morceaux, ça me dérange pas parce que je préfère ça plutôt que de faire de l'intarsia. Sur mon canapé avec 15 000 pelotes, avec machin là, ça va pas être possible. Et ça me dérange pas de faire une couture sur les côtés du corps. En revanche, coudre les manches au niveau de la mânchure, ça j'aime pas trop. Donc je vais monter le corps et je relèverai les mailles pour les manches et je les tricoterai en rond de haut en bas. Voilà, faut que je regarde un petit peu les poches, comment c'est fait. La patte de boutonnage est en jersey double. Et elle est faite le relevage est fait d'une certaine façon puisqu'elle est bicolore. Et faut que je relise le patron parce que j'ai pas très bien compris. Mais c'est pas grave. Donc j'ai commencé mon dos que je fais donc dans ce coloris noir. Ça rend très bien, je suis contente. Donc c'est des côtes larges. Je fais la taille 2. Je dois avoir à peu près le bon échantillon. J'avais fait un échantillon, ceci, avec des aiguilles 3.5. Il est un peu trop lâche. Et j'aimais bien le rendu, mais légèrement transparent, ça me plairait plus que ce soit un petit peu plus dense, comme ça c'est censé l'être. L'échantillon, c'est 24 mailles. Et donc là, j'avais 21-22.
Donc je suis descendue en 3,25. J'ai pas remesuré. Il faudrait que je remesure pour voir si je suis à peu près dans les clous. Même si le fil bouge une fois lavé. Hein. Le coton prend un petit peu sa place. Donc, mais quand je regarde là pour un panneau de dos, ça me paraît, pour un gilet à épaules tombantes avec pas mal d'aisance, ça me paraît ok. Je vais faire, qu'est-ce que j'ai décidé? Les devants seront dans ce coloris qui est un coloris amande et les manches seront dans mon coloris caramel. Voilà. Et donc les poches devant ce sera noir et la patte de boutonnage ce sera caramel aussi. Voilà mon trio de couleurs. Quand j'ai commencé, en fait j'aime beaucoup les 3 couleurs ensemble, je me demande si c'est pas un peu bizarre qu'il y ait 2 couleurs qui soient pas beaucoup contrastées et une couleur qui soit fortement contrastée. J'ai un peu de mal à visualiser ce que ça va donner. J'ai pas mal tergiversé sur quelle couleur mettre où. Finalement j'ai préféré mettre le noir dans le dos. Et les manches et le coloris le plus clair, je ne voulais pas sur les manches. Donc voilà. Donc je vais voir un peu. Ce sera comme ça. Hop. Mais je sais pas. J'ai du mal à visualiser. Moi, vous savez, hein, les associations de couleurs, quand il n'y en a plus que 2, c'est compliqué. Si je suis pas exactement ce que fait la designer. Mais là, j'avais quand même envie de quelque chose d'un petit peu plus sombre. On verra. On verra. C'est que du jersey, ça va me prendre 1000 ans. Donc, il faut que je fasse tout le dos. Ensuite, il y a des longs raccourcis. Et ensuite, il va falloir que je calcule parce que je veux que mes devants et le dos fassent la même longueur, bien sûr. Sinon, on mange pas. Pour ma morphologie. Et donc... comme il y a un col V, c'est où? Ok, il va falloir que je calcule combien de rangs en tout il y a sur le col V pour les déduire de mon total de rangs. Mais le souci de ça, c'est que parfois j'oublie de cliquer mon compte-rang. Moi j'utilise, tout le monde se moque de moi. Quand je suis avec d'autres tricoteurs, tricoteurs et tricoteuses, tout le monde rigole. Mais j'ai des comptes personnes en tant que compte-rang, je préfère 1000 fois ça. Parce que les compte-rangs digitaux, en fait, j'ai toujours le problème que comme l'écran s'éteint, bah quand je rappuie dessus pour le rallumer, je ne sais pas si ça l'a juste rallumé ou est-ce que ça a recompté un truc en plus. Et j'aime pas les bagues, ça me fait mal. Donc c'est vraiment le truc que je trouve le plus pratique. Et voilà pour ce que je tricote en ce moment. Je vous reprendrai, je pense, d'ici 2 semaines pour vous montrer la totalité des cadeaux que j'ai tricotés pour le calendrier de l'Avent. Pour Marius, qui me cherche. Je viens de l'entendre essayer de sortir de son bureau et me chercher. Je vous montre ça avant de clôturer ce vlog. Donc, je vais emballer le calendrier de l'Avent de Marius. J'ai quand même passé une bonne partie de l'année. Hein. Je pense que le premier projet, j'ai dû le commencer peut-être en février-mars. Donc, je voulais revenir un petit peu sur ce que j'avais fait. Donc, en tant que projet tricoté. Le premier projet que je vais lui offrir, le premier objet que je vais lui offrir. Le premier, c'est le pull de Noël Kitschouille. Voilà, un yoke... un peu criard. Donc il n'y a pas de patron, hein, pour rappel. Je l'ai tricoté à partir du modèle Nevermore de Maxime Cyr, donc qui est un yoke assez simple, et j'ai juste collé mes propres motifs dessus. Ce sont des motifs assez standards, assez faciles à trouver dans des banques d'illustrations, mais si vous voulez faire une capture d'écran pour vous amuser à compter les mailles, et c'est la séquence un petit peu géométrique point gingham, et en bas on a ces petits cerfs
de face. Je vous avais dit en tricotant que j'étais pas 100% certaine d'avoir réussi à faire ce que j'avais en tête. Je trouve que c'est quand même marrant, je pense que ça va lui plaire comme pull de Noël. Je l'ai tricoté en Friends Wool de Hobby, donc c'est un assez gros pull puisque c'est de la DK et donc entièrement en jacquard. Et je montre le float. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Mais voilà, donc ça va être le premier cadeau à emballer. Le deuxième, alors je fais dans l'ordre, les mitaines que je vous ai montré récemment. Je pense que je les avais pas encore fini au début de ce vlog, que j'ai terminé. Donc voilà la paire. Et voilà. D'ailleurs, surprenant. Donc j'avais un écheveau de ce coloris qui, je sais pas si je vous l'ai dit encore une fois. Le problème de filmer un vlog comme ça de manière totalement décousue, c'est que vraiment je dois me répéter, c'est le disque. Hein. C'était dans une box mystère d'Halloween d'il y a quelques années, et j'avais tricoté un bonnet déjà à Marius, un bonnet tout en côte avec cet écheveau. Et donc il m'en restait quand même pas mal, il m'en reste toujours pas mal, mais les mitaines ont utilisé plus de fil que le bonnet. Mais vraiment beaucoup plus. C'est amusant. Le bonnet est en côte, donc les côtes, ça, comme sur des petits accessoires, on arrive quand même à utiliser significativement moins de fil parce que on joue pas mal sur l'élasticité de la chose. Mais ça m'a fait sourire. Donc voilà pour ces petites mitaines. Ensuite, donc, oui, je vous avais dit que les mitaines c'était le dernier projet que je tricotais, que je faisais. J'ai menti. Enfin, j'ai pas menti, puisque je ne savais pas que j'allais changer d'avis. En fait, donc je fais 12 cadeaux plus 1, attendez, j'ai bien compté, oui, 12 cadeaux plus 1 pour le 25, et il n'y a pas que des projets faits main là-dedans, vous allez voir, ça fait pas 12, vous inquiétez pas, je suis pas complètement... Mon cerveau n'est pas à ce point grillé. Mais j'ai d'autres types de cadeaux qui accompagnent ceci. Et j'avais un cadeau, c'était de faire pour un jour de faire des sablés à la fleur d'oranger parce que Marius adore ça. Et en fait ça m'embêtait un petit peu parce que c'est quelque chose qui est assez chronophage et ça m'embêtait de me dire en avance ok tel jour faut que je fasse les sablés là maintenant tout de suite. Et de toute façon je l'ai fait tous les ans donc j'en ferai forcément là en décembre. Donc ça me plaisait pas trop comme idée de cadeau pour le calendrier parce que ça faisait pas vraiment cadeau spécifique, c'est plus je vais faire de la pâtisserie et certainement en manger plus de la moitié moi-même, donc est-ce vraiment un cadeau? Je ne sais pas. Et en même temps que j'étais en train de réfléchir à ça et que je me disais oh, qu'est-ce que je pourrais faire de plus, je regardais une vidéo de Estelle Calamitinis. Donc si jamais vous connaissez pas Estelle, mais je vous recommande 1000 fois de la suivre, elle fait d'habitude des vidéos très très chouettes, très différentes du format interminable et insupportable comme ce que vous voyez ici. C'est-à-dire qu'elle, elle fait des vidéos tricot un petit peu plus journalistiques, un petit peu plus montées, courtes, sur des thèmes précis. Et parfois elle fait des vlogs, et là en l'occurrence, elle s'est mise aussi à préparer un petit calendrier avec des objets faits main pour son conjoint. Et elle est très centrée, elle a très centré sur des petits objets geeks de décoration. Et elle a fait notamment un Junimo. Et donc quand je l'ai vu, je me suis dit moi aussi je veux faire un Junimo. Donc ça c'est une petite créature qui vient du jeu vidéo Stardew Valley. Est-ce que l'imbécile, elle a mis la tête du Junimo au niveau de son début de rang et du coup ça fait une démarcation? C'était exactement ce que j'ai fait. Bref. Donc c'est une sorte de petite créature d'un jeu vidéo qu'on aime beaucoup avec Marius, sur lequel on a beaucoup joué en coop ensemble. Et donc j'ai fait ça m'a pris 1 heure, super. Donc c'est un patron, j'ai suivi un patron gratuit. On fait une boule, hein, clairement, on fait une mini boule, puis une boule, et ensuite on attache des fils pour faire les bras, et je trouve trop mignon. C'est un Junimo de luxe, puisque j'ai utilisé des restes des coloris de la box Dia de Muertos de Bulle Bizarre. Ça a utilisé genre 15 mètres, hein. C'est infime. J'ai utilisé un crochet beaucoup plus petit que recommandé parce que, comme beaucoup d'amigurumi, le patron est suggéré en coton, pour être fait en coton. Et moi du coup j'avais de la laine et j'avais un peu peur que l'élasticité du fil fasse que
le rendu soit moins dense et qu'on voit le rembourrage à travers, donc j'ai descendu le numéro de crochet de manière assez significative. Je sais pas si j'étais pas en 2,25 ou 2,5 mm. Je ne sais pas. C'est très simple. Ceci étant, le patron qui est gratuit, faut savoir crocheter un peu, quoi. Il n'y a pas d'explication, d'abréviation. Le patron vous indique augmenter, mais il vous dit pas que comment on augmente. Voilà, donc faut savoir faire ces choses. Moi, je suis très débutante en crochet aussi, donc je sais faire ces choses, mais juste pour savoir, c'est pour vous dire, c'est pas un patron particulièrement rigoureux, voilà. Mais ça fonctionne. Et c'est très mignon, et c'est très rapide à faire. Et voilà. En parlant de jeux vidéo, aparté, on a joué à Split Fiction avec Marius et c'était très 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 chouette. J'ai filmé un petit peu mon écran des fois dans des sections qui étaient jolies, je pense que je vais essayer de vous faire un montage très 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 cool. Je juste mentionner, parce que si vous avez joué à It Takes Two et que du coup vous vouliez jouer à Split Fiction, mais que comme moi vous avez entendu que le jeu était plus difficile, j'ai pas du tout trouvé. J'ai trouvé au contraire que le jeu était plus facile que It Takes Two. Alors que je rappelle, moi et les déplacements en 3D, ça va pas. Et c'est vrai qu'il y a plus de séquences comme un shooter dans Split Fiction, puisqu'on est dans en partie dans un univers de science-fiction où on fait piou-piou. Mais j'ai trouvé que c'était quand même, ça pardonnait quand même beaucoup les petites inepties de j'arrive pas à bouger et à bouger la caméra en même temps. Ça ne fonctionne pas. Je pense que si j'étais une chouette, je ferais une très mauvaise chouette, parce que devoir regarder à un autre endroit que là où je vais, je ne peux pas. Ça ne fonctionne pas. Bref. Donc on a joué à Split Fiction. Et en ce moment je joue à un jeu qui s'appelle Pentiment. C'est une obsession, je le trouve exceptionnel, je ne peux que vous le recommander si vous aimez les jeux vidéo. Je suis en amour complet dessus. C'est une enquête un peu puzzle. Niveau gameplay, donc c'est de la 2D, on se déplace un peu, il y a un peu de mini-jeu, mais c'est surtout va parler à machin, et en fait il y a beaucoup de choix de dialogue qui ont des répercussions, et en fait je vois vraiment les 1000 possibilités de comment en fait influer très différemment et avoir des histoires en fait complètement différentes, et je suis absolument fascinée. C'est un jeu qui se passe en 1500 et quelques en Allemagne, en Bavière, oula, c'était compliqué. Et c'est un peu présenté comme on joue un artiste, et c'est un peu présenté comme vous savez des textes religieux moyenâgeux avec les enluminures, etc. Et donc il y a tout un travail esthétique, on a l'impression d'être dans un livre en fait avec une atmosphère de papier. Donc c'est de la 2D, hein, merci. Et il y a tout un jeu sur ça, notamment sur les polices d'écriture, sur les dialogues des personnages, en fonction du personnage à qui vous parlez. Est-ce que c'est un paysan, un artisan, un noble, un religieux? La police d'écriture va être différente. Et il y a plein de trucs comme ça esthétiques que je trouve très malins, très immersifs, c'est hyper amusant, et je suis hyper investie dans l'histoire. C'est horrible, le jeu te fait faire des choix et te fait vraiment culpabiliser après, mais c'est vraiment très prenant, et je me vois déjà rejouer et re-rejouer 15 000 fois pour essayer d'avoir toutes les ramifications et toutes les possibilités différentes, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'histoires parallèles que tu peux suivre. Bref, mais pourquoi je fais tout ce cheminement? C'est que j'ai aussi... Oui, alors les jeux vidéo, c'est comme les encours, hein, c'est parfois... Parfois, il y a la maladie du multi-encours et du montage frénétique. Là, c'est pareil. On commence plein de jeux vidéo. Et notamment, j'ai commencé à jouer à un jeu qui vient de sortir qui s'appelle Winter Burrow. Je vous en parle parce qu'il y a un lien avec le tricot. Donc c'est un petit jeu, un peu comme Don't Starve, de survie, de craft, etc. On joue une petite souris qui revient dans sa maison familiale, après que ses parents soient malheureusement décédés parce qu'ils sont tombés malades après avoir travaillé à la mine pendant des années pour payer leurs dettes. Écoutez, un jour, faudrait que je fasse un essai sur les jeux vidéo mignons, cosy, cocooning, mais qui ont en fait un sous-texte absolument infernal.
Donc là voilà, on est une petite souris dans sa maison. Et un des éléments du jeu, c'est qu'il faut se protéger du froid. Quand on va explorer dehors, c'est l'hiver, il y a plein de neige partout, il fait froid. Et donc la souris, elle se tricote des vêtements et des petits accessoires pour se tenir chaud. Alors, on se tricote des trucs en lin, notamment un bonnet et un manteau en lin. Mais les développeurs ont été malins, parce que le bonnet, c'est pas un bonnet normal avec qui aurait besoin d'élasticité. C'est, vous savez, c'est une sorte de petit bonnet type... j'ai envie de dire bonnet péruvien, mais je sais pas si c'est très correct comme le terme en fait, si c'est vraiment ça que ça décrit. Mais vous savez, avec les deux bandes comme ça là. Donc, ok, techniquement ça passe. J'ai vu qu'il y avait de la laine ensuite dans la matière pour tricoter des choses en laine, mais là pour l'instant non, c'est que du lin. Donc ma pauvre souris, je pense qu'elle va avoir une sacrée tendinite. Mais voilà, juste aparté jeu vidéo parce que voilà, les petits. C'est bien, Marius aime bien les trucs un peu fidget, vous savez, il joue pas mal, c'est un peu de Steam, hein. C'est pour l'aider à se concentrer quand il travaille. Donc ça c'est marrant parce qu'en fait la petite boule au-dessus, quand on secoue, ça fait un petit impact. Et donc ça, bon, bref. Voilà mon Junimo. Mon Junimo. Cadeau suivant. Les chaussettes pastèques. Voilà. Je vais tricoter, je pense que c'est un des premiers projets que je vous avais montré. Donc ce sont des chaussettes en déca, en jacquard. Pastèque, parce que Marius adore la pastèque. Pour on ne sait quelle raison. Plutôt que de boire de l'eau. Qui revient exactement au même niveau gustatif, n'est-ce pas? Donc, pastèque. C'est un patron gratuit de la marque Novita, qui est une marque finlandaise. Et ça utilise leur fil à chaussettes Deka de leur gamme inspirée par Moomin. Le patron est... catastrophique. Bref. Vraiment très très mal formaté, il y a des erreurs, les instructions ne correspondent pas à la photo. Voilà. Vous prenez la grille, hein. Vous savez faire des chaussettes, vous prenez la grille et vous utilisez un autre patron éventuellement. Mais voilà, c'est utilisable, disons, mais c'est vraiment dommage parce que en fait les marques qui évidemment hein, elles font des patrons, c'est pas leur objectif premier de faire des patrons. En fait, elles font des patrons pour pouvoir vendre la laine qui va avec les patrons. Mais je trouve que, vu que ces patrons sont souvent gratuits, eh bien, ils ont un public qui peut avoir tendance à être plus débutant. Et donc, c'est dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, comme avec les patrons Drops, qui se retrouvent avec des explications qui sont vraiment pas de bonne qualité, qui prêtent à confusion, qui peuvent frustrer les nouveaux tricoteurs et qui du coup se disent mais j'y arrive pas, c'est nul, c'est trop dur, alors que c'est juste le patron qui n'est pas bien fait, tout simplement. Voilà, donc ceci dit, elles sont très sympas. De mémoire, j'avais fait du jacquard à 3 couleurs et j'ai fait du duplicate stitch pour les pépins. C'est tout. Donc voilà. Si vous cherchez une laine à chaussettes Deka, je la trouve bien. Je la trouve très robuste, un peu comme les laines opales, etc. Vous savez, les laines européennes à chaussettes. Elle est un peu chère par rapport à ces autres marques. Rien d'excessif. Je trouve que les couleurs sont vraiment très jolies. Là, ce rouge tomate, très 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 chouette. Moi, je l'avais acheté sur Madeleine. Ensuite, ma tapisserie. J'ai fait un canevas DMC, donc c'est un kit que j'ai acheté sur DMC avec un phare, parce que Marius aime beaucoup les phares. On se souvient de mes épopées pour l'encadrer, voilà, avec Massacre à la graffeuse. Mais voilà, c'est du point de demi-point, je ne sais pas, en coton. Et c'était très simple à faire, sympa. J'ai quelques autres canevas qui me plaisent bien, notamment de la marque Canva Fatal. Tout me plaît pas chez eux, mais il y en a quelques-uns qui sont un petit peu plus végétaux ou géométriques que j'aime bien. Et j'en ferai... vous voyez, j'en referai peut-être.
parce que ça m'a bien plu. Mais c'est quand même un certain coût d'avoir un canevas imprimé et les échevettes avec, qui est pas injustifié, hein, parce que c'était une assez bonne qualité. Mais voilà, pour la petite tapisserie, quand on regarde pas l'arrière, tout va bien. Ensuite, j'ai fait un châle. Et ça tombe... Alors, ça va être quelque chose que je vais lui offrir le 15 décembre. Ça tombe bien parce qu'il y a quelques jours, on est allé faire une balade et il a froid. Il commençait à dire « Il va falloir que je te repique des châles parce que j'ai froid au cou. Eh bien, je lui offrirai ce châle, donc qui est un modèle de Maxime Cyr, le Fisherman's Shawl, qui est un châle avec un motif de filet ajouré, qui alterne deux couleurs. Le modèle originel est présent et fait avec un fil poilu, dufteux, et donc ça donne un tout autre effet, beaucoup moins ouvert, beaucoup moins ajouré que ça. C'est un châle en sport, qui se tricote en biais, donc on peut ajuster la taille, ce que j'avais fait de mémoire, parce que sinon il aurait été vraiment très très grand. Voilà, petit doute sur le fait qu'un châle tout ajouré comme ça, ce soit pas pénible, mais en fait ça va quand même tenir bien chaud, je pense, vous voyez, si je le mets comme ça. Et c'est de la sport, donc pur mérino. J'ai utilisé la Cool Wool de Lana Grossa, qui est un mérino que j'aime beaucoup, pour des fils, pour des projets soit en sport, soit en fingering, si on veut quelque chose de dense. Et c'était le gris, et le vert, c'était un reste d'un mérino teint à la main par la teinturière américaine Long Dog Yarn. C'est un teckel, ça son logo. Et c'était un des coloris de sa collection Our Flag Means Death. C'était le coloris Another Nose in the Nose Jar, ce qui est infect comme image, mais voilà. Voilà pour ce châle. J'aimais beaucoup la bordure, notamment avec un jeu de mailles glissées qui reste dans le coloris le plus clair. Patron un peu redondant à faire, mais je trouve le résultat très sympa, et surtout, en fonction des matières qu'on choisit, on peut vraiment avoir une esthétique complètement différente. Oui, Mota, que veux-tu? D'accord. Oui, tu peux effectivement, tu peux monter sans me détruire les cuisses avec tes griffes, si c'est possible. Ensuite, pas l'air convaincu. D'autres chaussettes. Une paire de chaussettes classiques en fingering cette fois-ci, autorayantes. Donc c'est un coloris du bruit des aiguilles Anna. C'est un des coloris de son club où elle s'inspire de scènes de films. Ça, c'était Matrix. Très sympa. Voilà. Avant-dernier cadeau tricoté. Bonnet. Un bonnet. Donc je vous avais dit, pourquoi j'ai eu envie de faire ça, je ne sais pas, que en fait, une fois Marius avait porté un des bonnets que je lui avais tricoté et il s'était amusé à le porter au-dessus de ses oreilles comme ça, là, comme un imbécile. Et en fait, il m'a trop fait penser à Bill Murray dans La Vie aquatique, où il a donc son espèce de bonnet orange fluo qui porte comme ça, comme un hipster, et c'est absolument ridicule. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais lui faire un bonnet orange fluo. Le orange est une des couleurs préférées de Marius, la couleur préférée de Marius, donc c'est très bien. Voilà, c'est de la Arwetta de Filcolana, bonnet improvisé que j'avais tricoté de haut en bas en faisant donc des augmentations pour ici le long d'un axe. Et elle est où? J'ai un peu divisé mon bonnet en 6, c'est ça? Oui. Et j'ai fait des augmentations. Et ensuite j'ai tricoté jusqu'à potentiellement faire un revers, je verrai. Enfin, il verra bien comment il veut le porter. Mais voilà, j'avais très envie d'essayer de faire un bonnet depuis le haut pour voir ce que ça donnait. C'est sympa, je le referai peut-être. Notamment, Sarine Ordoun a quelques patrons de bonnets qui se tricotent de haut en bas. C'est sympa. Et enfin, le cadeau que je lui offrirai le 25, le gros cadeau, c'est... Enfin, un gros cadeau. Disons un peu le projet... Oui, le projet
qui a pris un petit peu plus de temps, c'est le pull Endeavour, qui est un patron de Caledonia Dreaming, donc qui est un patron disponible en anglais et en français, je crois. Est-ce que je dis une bêtise? La créatrice est francophone, donc je pense que oui. Si tu fais tomber ça, ce sera ta faute, parce que tu vas te faire peur, ça va faire du bruit. Donc, c'est un pull marinière, que je trouve très très belle parce que il y a un très joli détail au niveau des épaules. Donc c'est une emmanchure raglan qui se termine ici, vous voyez, avec une mini épaule marteau. Et donc je trouve que c'est très saillant, c'est très joli, particulièrement sur les gens qui ont une carrure, et notamment plutôt les hommes. Je trouve que ça rend vraiment très très bien. Ça se tricote de bas en haut. Le patron est bien, il y a quand même quelques petites erreurs au niveau de la cohérence des instructions, où parfois on nous disait de placer des marqueurs auxquels on ne faisait plus référence après, et il manquait, il y a un moment, le patron indique de tricoter jusqu'à la fin d'un rang, mais il faut pas, parce que sinon après on se retrouve coincé au niveau de la formation de l'encolure. Mais si on a déjà un peu l'habitude de construire des raglans à ce niveau-là, ça se prépare assez intuitivement, et je suis très très contente du rendu. Les finitions sont côte de torse, ce qui change. Tricoté en pernilla, donc en sport, ça va être un pull un petit peu plus fin, coloris marzipan et bleu marine, je ne sais plus lequel précisément. Mais la pernilla a vraiment un rendu si joli, surtout le coloris marzipan, donc pâte d'amande, c'est le 977, qui a de jolies nuances, hein, je trouve, pour une laine teinte industriellement, je trouve vraiment très très jolie. Et voilà. Bonjour. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. C'était mon récap des cadeaux faits main pour ce calendrier de l'Avent. Je vais tout emballer avant qu'il ne redescende. Mota s'est spécifiquement assis au milieu des papiers cadeaux pour m'embêter. Et oui. Donc voilà. Je vous laisse là pour ce vlog. Tu viens dire bonjour, au revoir, quelque chose? Non, juste on râle. On ne fait que râler. Tiens, mets-toi là. Je ne sais pas, je sais que je ne ferai pas de vlogmas cette année. J'aurai pas forcément le temps ni l'énergie, mais je pense faire quand même des vidéos au cours du mois de décembre. Non, pas tes fesses à la caméra. C'est pas OnlyFans ici. Hey. Et donc je vous retrouve, je pense en décembre, je sais pas exactement quand. Je vous souhaite une belle fin de journée, soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut!